Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec un coach et un auteur de nombreux livres. Je vais en parler juste après. Robert Stahl. Bonjour Robert. Bonjour Priscille. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Donc, Robert Merci. et moi nous sommes rencontrés il y a quelques semaines lors de journées d'études organisées par ICF Hauts-de-France, donc ICF étant la fédération internationale du coaching, auquel nous appartenons tous les deux. Alors, rapidement pour présenter Robert, donc il est coach professionnel, superviseur, il a créé et dirigé des centres de formation et aussi des écoles d'ingénieurs avec des fonctionnements pédagogiques innovants. Et depuis, il accompagne des personnes avec des éléments directement opérationnels, que ce soit pour le monde du travail ou bien dans l'accompagnement, le coaching ou le développement personnel. Et comme je le disais, il a écrit plusieurs livres, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, Je reprends ma vie en main, mode d'emploi. Et merci en tout cas de m'avoir fait connaître ce livre. J'ai vu d'autres livres, Favoriser et développer l'intelligence collective, Auto-coaching pour tous, Reprenez le volant de votre vie pro-perso et bien d'autres manuels. Tu es très prolixe. Je ne sais pas si on dit prolixe quand on écrit, mais en tout cas, oui, ça marche aussi pour Oui. l'écriture. Alors, qui es-tu, Robert? Rapidement. C'est une vaste question. Peut-être compléter que je suis de formation ingénieur au départ, même si ces études d'ingénieur ne m'ont pas intéressé. Mais bon, j'ai obtenu malgré tout un diplôme d'ingénieur à l'IDN à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Centrale Lille. Et je suis aussi euh, Gestalt praticien, puisqu'en fait, j'ai fait tout un parcours de formation de psychothérapeute gestaltiste. Je ne me suis jamais installé comme psychothérapeute, puisqu'au moment où j'aurais pu m'installer, il y avait le projet de créer une école d'ingénieurs de toutes pièces. Et ça, quand ça se présente devant vous, vous dites, voilà, ce n'est pas un projet qu'on peut refuser. Euh, voilà, donc je suis arrivé avec ma petite valise dans l'Ouest en Vendée pour créer une école. Et puis effectivement, elle s'est effectivement créée. Je l'ai dirigée pendant 11 ans. Et c'est au travers de cette expérience que j'ai fait mon premier coaching d'équipe en 2002, où avec toute l'équipe, on s'est projeté pour dire, mais qu'est-ce que ça serait l'école en 2012? Et l'idée d'ailleurs est venue, la réponse est venue du gardien de l'époque, qui n'était donc pas en face-à-face pédagogique avec les jeunes, et qui nous a dit, mais votre projet, c'est que notre projet à nous, c'est que nos élèves ingénieurs soient dans les 3 premiers en gestion de projet en 2012 sur le plan européen. Et ça a complètement changé l'école et c'est devenu une école absolument géniale, une équipe géniale. Ça m'a changé complètement ma manière de diriger cette école. Et du coup, je me suis formé au coaching. Et puis, en 2005, j'ai commencé mon activité de coach d'équipe, puis ensuite de coach individuel, et puis de superviseur en 2013. Et aujourd'hui, je fais essentiellement de la supervision. Ok. Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est peut-être pour moi un peu un résumé de tous les autres. Donc, c'est vraiment, j'y ai mis tout ce que j'avais. Voilà, j'ai enlevé un peu un certain nombre de choses que j'avais pu mettre dans d'autres livres avant. Et je me dis, D'accord. ça, c'est la substantifique moelle, comme on dirait. Voilà, D'accord, de toute ton œuvre. Donc, je le montre, ce livre. Ah! Voilà, le voici. Malgré le floutage, on arrive à le lire. Alors, Mhm. justement, raconte-nous un petit peu, donc, un peu peut-être ce qui t'a amené à faire ce résumé de tous les autres, et puis ce qui va nous apporter ce livre. Alors, ce livre, en fait, on peut le lire de 3 manières différentes. Il y a la première manière qui est la manière la plus en résonance avec la couverture, qui est tout simplement de faire un coaching en auto-coaching. Parce que donc, Mhm. il n'y a pas de coach, il y a le bouquin. Voilà. Et c'était un peu une gageure pour moi que de dire comment on peut faire un guide d'auto-coaching pro et perso.
Mhm. Et donc, en fait, chaque chapitre est une invitation auprès du lecteur. Donc, moi, je, je suggère de ne pas le lire d'un coup, ou alors si vous le lisez d'un coup, il faut le lire une deuxième fois après. Voilà. Mais je trouve plutôt intéressant de dire, bon, OK, je vais lire le premier chapitre, Ouais. qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Et donc, d'identifier pour chaque chapitre les marches d'escalier que je peux monter à la lecture de ce chapitre. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque chapitre, le lecteur, s'il le veut bien, s'il est maître de son temps, euh, peut monter Mm. des marches sur la question de prendre sa vie en main, alors que ce soit au début par prendre soin de lui, prendre soin de la relation, etc. Et Et donc ça, c'est si je peux me permettre, alors effectivement, alors, en plus, ce qui est propice à ce travail sur soi, c'est qu'en fait, à la fin des chapitres, je vais en montrer, je vais voir si on va voir, on voit une petite zone à chaque fois où tu poses quelques questions, où on a la place pour se faire notre petite réponse. Donc, on peut vraiment travailler soi-même, hein, on a tous les outils dans le livre pour pouvoir faire une petite pause à la fin du chapitre et mener une réflexion avant de continuer. voilà. C'est un peu plus qu'une réflexion, ça va jusqu'à dire, mais si je reprends les idées de ce chapitre et de ce que je crois en comprendre et de ce que j'ai envie de garder, on n'est pas obligé de tout garder, euh, qu'est-ce que je décide aussi? Et qu'est-ce que je vais Oui, changer? Puisque l'idée, c'est, si je reprends ma vie en main, c'est que je fais quelque chose. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est à un moment donné, je change je change je change quelque chose dans mon organisation, dans ma façon de faire. Je peux donner un petit exemple moi, m'avait beaucoup parlé. C'est l'exemple d'un petit changement qui donne un grand changement. C'est un responsable d'équipe. Et en travaillant avec moi, on pointe le fait que quand il réunit son équipe, il commence par parler en premier. Et le petit changement que je lui propose à un moment donné, alors il accepte ou il n'accepte pas, c'est de dire, mais plutôt que de parler en premier, si vous parliez en dernier. Voilà. Ah, bon, du coup, ça veut dire, ben, si je parle en dernier, ça veut dire qu'il faut que je pose une question, il faut que je laisse du temps à mes collaborateurs pour réfléchir, parce que moi, je connais la question, mais eux, ils la découvrent. Donc, il faut que je mette un peu de silence dans ma réunion, et puis que ben, je leur demande chacun leur tour la réponse. Voilà. Eh bien, à la fois suivante, il me dit, mais j'ai changé d'entreprise. Enfin, il n'avait pas déménagé, il était toujours dans la même entreprise, mais il dit, mais j'ai plus la même équipe. Voilà. Enfin, c'était le petit changement, simplement de parler en dernier plutôt qu'en premier, mm. avait complètement changé l'ambiance de sa réunion d'équipe. Donc voilà, tout le livre, ça va être vraiment identifier quels sont les petits changements qui vont amener des grands changements. Ouais. Et à chaque fois, en plus, tu proposes des témoignages et on voit des dialogues, en fait, hein. Donc, il y a des exemples. Là, je vois, par exemple, je suis sur une page où on a Olivier, chef de projet, ta. Donc, à chaque fois, voilà, on a une anecdote, entre guillemets, mais qui va être en lien, en fait, avec le chapitre dans lequel on est, qui va nous permettre un peu de nous reconnecter à des exemples connus. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est la première façon de lire le livre. Mm. Il y a une deuxième façon de lire le livre, et c'est plus à destination de ceux qui font de l'accompagnement, que ce soit coach, thérapeute, voilà, et qui est au travers du livre, le lecteur peut comprendre qu'est-ce que c'est que la posture de coach. Voilà. Alors, ça peut intéresser les coachs et les thérapeutes, mais ça peut aussi intéresser des gens qui sont dans le management ou dans la formation. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir coach, mais il y a pas, et qui suivent des formations de coach, mais en définitive, voilà, il y a pas, le marché n'est pas infini. Et donc, souvent, ceux qui ont été formés au coaching, ben, en fait, ils retournent après dans leur métier, mais ils utilisent la posture de coach dans leur métier, et je trouve ça très, très bien. Et donc, l'idée, c'est, au travers de la lecture, le lecteur peut aussi comprendre et s'approprier tous les outils, 80 à 90% des approches coaching, Mhm. et les utiliser, les exploiter dans son champ professionnel, qu'il soit médecin, pharmacien, ingénieur, Mm. responsable d'équipe, que sais-je. Voilà. Donc, il y a vraiment une façon de s'approprier la posture de coach de l'intérieur. Voilà. Et ça m'a été restitué plusieurs fois
par plusieurs lecteurs. Et puis, il y a une troisième manière de découvrir le livre, qui est de le lire à l'envers. En fait, au dernier moment, enfin dans les derniers mois avant de publier, j'ai rajouté une annexe euh, qui s'appelle l'index des notions évoquées dans ce livre. Oui. Et en fait, voilà, voilà, si on dit, tiens, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une décision en rupture? On va trouver le mot, on va repérer quel est le chapitre, on va pouvoir directement aller lire qu'est-ce que c'est qu'une décision en rupture, en quoi c'est pertinent, qu'est-ce que ça change, des exemples comme tu l'as cité tout à l'heure. Voilà. Donc, ça permet aussi d'avoir une autre clé d'entrée qui est de dire, tiens, j'ai tel sujet, bon, je ne sais pas gérer les priorités, où j'ai du mal avec le silence, que sais-je, voilà. Donc, toutes les notions qui sont évoquées dans le livre, alors probablement, si on réédite le livre un jour, je l'améliorerai encore, parce que je trouve que c'est très puissant. Je ne m'en étais pas rendu compte au moment de le faire, mais en fait, je m'en sers tout le temps, moi, aujourd'hui. Oui, Dès mais que ça, je veux bien te quelqu'un. croire. Je veux bien te Voilà. croire parce que on le voit maintenant dans quelques ouvrages. Et du coup, effectivement, enfin, même quand on l'a lu, on ne se souvient pas forcément où c'était dans le livre, etc. Et donc, on va très, très vite. Là, hein. Je suis effectivement dedans. Donc là, on voit par exemple dire non, l'écoute mutuelle, le feedback, les objectifs, etc., etc. Donc là, on a directement là où les pages, hein, c'est le chapitre plutôt, avec même le sous-chapitre, et ça nous donne directement l'accès et on va beaucoup plus vite. Et que ce soit donc du coup pour se rappeler de quelque chose, ou même, je dirais, quand on est à la recherche d'une information rapide en tant que manager ou que coach pour donner une information à son équipe ou à un client. Alors, j'avoue que j'ai pompé l'idée à un livre de Serge Ginger, qui est la personne qui m'a formé à la Gestalt. Et oui, effectivement, il avait un index très, très, très précis, mais alors beaucoup plus précis que ce que je n'ai fait, parce que lui était très travaillomane d'une certaine manière. Et donc, mais je m'en sers tout le temps aussi quand je cherche une notion. Je me dis, tiens, où est-ce qu'il en parle dans son bouquin, sans avoir à relire tout le livre. Oui. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de ce livre, de ce thème déjà, reprendre ma vie en main? Alors, ben, je suis un peu à l'âge de la transmission. J'arrive en fin de carrière d'une certaine manière. Et je me disais, j'ai appris quand même beaucoup de choses au travers du développement personnel, de la gestalt, de l'approche systémique, et on appelle ça du coaching et de la supervision. Et je trouvais intéressant de voir qu'est-ce que je pouvais partager de tout cela, un peu dans la même dynamique que ce que je fais quand j'anime des groupes de supervision où j'indique bien aux gens, vous savez, le contenu de notre supervision est confidentiel. Par contre, tous les processus ne le sont pas. Et donc, n'hésitez pas à utiliser les processus, que ce soit ceux qui ont été présentés par tel ou tel dans le groupe ou par moi-même. Voilà, donc ça correspondait un peu à cela. Et c'était aussi une façon pour moi comment dire, d'essayer d'exposer chaque notion justement avec cette difficulté que voilà, le coach, c'est celui qui ne sait pas. Donc, comment écrire un bouquin sur quelque chose que je ne connais pas d'une certaine manière? Et, enfin, je ne connais pas. Sur la première partie, je parle beaucoup, par exemple, de la gestion du temps, mais je suis comme le lecteur régulièrement. Je me dis, tiens, à un moment donné, mais non, je n'ai pas le temps. Et je me dis, ah, il serait temps que je révise mes classiques, voilà, que j'aille Ouais. revoir le chapitre 3 ou 7 ou 12, parce qu'effectivement, j'ai lâché quelque chose et que. Voilà. Ok. Alors, moi, j'ai pas lu tout le livre, comme je l'ai dit à Robert tout à l'heure en préambule. Je l'ai parcouru. Je vais citer quelques-uns des thèmes pour qu'on donne quand même envie à nos auditeurs d'aller plus loin pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, il y a une première partie qui s'appelle Reprendre soin de soi. Ensuite, on a une seconde partie, donc c'est Reprendre soin de soi dans la relation. Et la partie 3, reprendre soin de l'équipe vers l'intelligence collective. Et puis la quatrième partie, le voyage du rêve à 10 ans. Donc on a déjà un peu une idée des grandes thématiques.
Et puis, si on va un peu plus, alors on a des sujets sur, comme tu l'as dit, la gestion du temps, la matrice d'Eisenhower, par exemple, se fixer des rendez-vous. Là, je suis sur savoir dire non et savoir se dire non. Alors ça, j'aime beaucoup le se dire non. C'est quelque chose que j'essaye de me dire à moi, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai tendance à aller dans plein de directions en même temps, et des fois, je me dis non. Dis-toi non, Priscille, parce qu'on ne peut pas aller partout. Alors, la plupart des outils que je présente pour redevenir maître du temps sont une manière indirecte de se dire non. Tout à Voilà. fait. Et je trouve que c'est très, voilà, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Mm. Voilà. Mais je sais, par exemple, si moi j'utilise effectivement pratiquement tous les jours ou régulièrement la maîtrise d'Eisenhower, et donc par exemple sur mes listes de courses, je mets plutôt en bas de page ce qui est considéré dans la matrice d'Eisenhower comme non urgent et non important. Voilà. Et puis, 3 jours après, je le reporte sur la liste des courses suivantes. Puis je le reporte encore sur la liste suivante. Puis à un moment donné, je me dis, bon, est-ce que c'était une bonne idée, mais est-ce que j'ai vraiment le temps? Est-ce que ça me motive ou pas? Et puis, à un moment donné, soit ça disparaît, Mm. soit à un moment donné, je dis, non, ça, cette idée, elle est géniale, il faut que je prenne 2 heures, et à ce moment-là, je vais le faire tout de suite, ou je le fais le lendemain, et je vais, voilà. Et donc, la matrice d'Eisenhower, par exemple, mais comme la liste des courses telle que la propose François Délivret, que j'évoque aussi à un moment donné, c'est une manière justement de se dire non sans s'en rendre compte. Mm. Les sujets qui sont, et on s'aperçoit 1 mois après ou 2 mois après, il y avait un truc que je m'étais dit, bon, je ne l'ai pas fait, mais bon, heureusement que je ne l'ai pas fait, quoi, parce que voilà, je ne peux pas tout faire et que voilà, ce n'était pas le plus important et que j'ai été présent là où il fallait, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. En plus, souvent, dans ce cadran-là, c'est effectivement des petites choses on aimerait bien le faire, mais voilà, c'est peut-être pas exactement le bon moment. Moi, j'utilise beaucoup la méthode GTD aussi pour organiser ma vie, hein, qui font très bien aussi avec la méthode, avec la matrice d'Eisenhower. Et c'est ce qu'on met dans les listes un jour peut-être. Voilà, des choses qu'on enregistre dans un coin, mais c'est peut-être pas exactement le moment maintenant. Donc, il faut effectivement savoir se dire non, prioriser, en disant non, mais là, mon focus, c'est ça. Puis ça, ce sera un jour peut-être, ou pas. Alors, je peux donner un exemple qui permettra de comprendre aussi un peu le style du livre. Oui, Souvent, je commence à interroger la personne. Donc, je t'interroge, Priscille, mais au travers de toi, j'interpelle tous les personnes, les auditeurs qui vont regarder le Zoom ou écouter le podcast. Voilà. Voilà. Dans votre situation d'aujourd'hui, dans votre métier, dans votre vie personnelle, c'est quoi la priorité numéro un? mm, Et souvent, quand je pose cette question-là, je propose aux gens un petit temps de silence pour laisser la question descendre. Voilà. mm, Et puis, une fois que j'ai laissé un peu de silence, je demande aux gens, bon, voilà, est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui voudrait partager sa réponse? Alors souvent, là, il y a une personne qui dit, moi, c'est prendre soin des gens de mon équipe. Voilà. Bon, je dis, super. J'émets l'hypothèse que ce serait peut-être plutôt la priorité numéro 3. Qu'est-ce qui serait encore plus important que ça? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui va me dire, moi, il faut vraiment que je reprenne le chemin du commercial, parce que voilà, il faut que je développe ma clientèle. Je dis, c'est bien, mais il me semble qu'on est encore sur une priorité de niveau 3. Qu'est-ce qui serait encore plus important? Voilà. Je ne sais pas si toi, tu as une petite réponse, Priscille. je ne suis pas sûre. Alors, je vais te laisser y aller tout seul. Non, 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 mais justement, vas-y, prends le risque. Alors, j'aurais tendance à dire à prendre soin de moi. Voilà. C'était la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse. Alors, Bon, que je propose, oui, oui. après le lecteur en dispose, l'auditeur en dispose. Voilà. Mais effectivement, et c'est bien souvent en coaching, c'est le premier travail qu'on a à faire Mm, avec nos clients, mm, c'est les personnes soit ne prennent pas soin d'eux, soit prennent totalement soin d'eux, c'est-à-dire qu'ils se mettent en arrêt de travail. Et oui. du coup, voilà. Or, l'idée, c'est de dire comment je prends soin
de moi, priorité numéro 1, pour prendre soin de ma priorité numéro 3, qui est de prendre soin de mon équipe ou de prendre soin de mon commercial. Voilà. Donc, et ça va être, bon, quelquefois. Donc, et après, la question suivante qui vient derrière, c'est maintenant que vous avez identifié que c'était nécessaire de prendre soin de vous, est-ce que vous pouvez regarder dans votre agenda, est-ce que pour la semaine qui arrive, très concrètement, est-ce que vous avez prévu des temps pour prendre soin de vous? Et quelquefois, la question est très troublante. Les gens disent, bah non, moi je bosse 70 heures par semaine, je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, c'est très, ça me parle beaucoup parce que je donne des formations en gestion du temps. Et à un moment, on arrive sur l'agenda. Et donc, je demande aux gens, qu'est-ce que vous mettez dans votre agenda? Donc là, j'y vais, on me dit les réunions, les ceci, les cela, les machins, les trucs et les bidules. Et puis, ensuite, en général, je présente, moi, le premier slide de réponse. Et c'est les temps personnels. Je leur dis à chaque fois, c'est vos vacances, les moments avec vos enfants, le sport que je dois faire, mes pauses repas pour être sûr qu'on ne va pas me mettre des réunions à midi, que je ne puisse pas, machin. Et à chaque fois, on me dit, ça surprend. On me dit, oui, mais là, c'est l'agenda professionnel. Oui, mais si déjà, tu n'as pas mis le temps que tu dois te consacrer à toi et aux membres de ta famille, une fois que l'agenda professionnel il va passer en priorité, le reste, tu n'auras jamais plus le temps. Alors, je vais un tout petit peu plus loin encore, et Vas-y. c'est évoqué dans le bouquin, c'est que voilà, j'accompagne une personne qui me dit, bon, effectivement, tu as raison, donc le mercredi, de 13h à 14h, j'irai faire 1 heure de piano. Et je lui rajoute, cette heure de piano, c'est 1 heure de travail, parce que ton cerveau, il va prendre de l'oxygène à cet endroit-là. Ça peut être le piano, ça peut être un jogging, ça peut être, voilà, mais une activité qui va permettre vraiment de s'aérer complètement. Et je prétends, et je pense que si on pouvait le mesurer, que cette femme, après son heure de piano, le mercredi après-midi, elle fait beaucoup plus de choses que si elle n'avait pas fait son heure de piano. Donc elle va l'amortir 2 ou 3 fois, parce que du coup, elle s'est aérée, et souvent on l'oublie dans notre corps, nous avons besoin de nous nourrir, mais nous avons aussi besoin de respirer, de ramener de l'oxygène. Et on est à l'ère de la voiture où on utilise de l'essence, mais on oublie. Alors maintenant, nous sommes rappelés à l'ordre par le réchauffement climatique que, accessoirement, non seulement on consomme du pétrole, mais on consomme de l'oxygène. Exactement. Et que s'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y aurait pas de voiture. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a trop de CO2. On a besoin de notre comburant. Voilà. Exactement, exactement. Eh bien, écoute, c'est super intéressant tout ça. Alors, dans d'autres sujets, alors je feuillette au hasard, donc prendre de vraies décisions, reprendre la main sur sa messagerie, ça c'est un vrai sujet de tous les professionnels, et même quand on n'est pas pro et qu'on est chez soi, souvent on a du mal aussi avec sa messagerie, d'autant plus qu'en plus maintenant des mails, on a tout ce qui est les Slack, les Teams, les WhatsApp, j'en passe et des meilleurs, qui font qu'on a des dizaines de sources de notifications, de messages qui arrivent en pluie, pas toujours fine toute la journée, et on ne sait plus où on habite. Donc voilà, c'est très vaste en termes de sujets que tu abordes. Alors c'est un livre assez épais, mais on est à la fois dans le pro, à la fois dans du perso, et parce que de toute façon tout se mélange, on n'est pas... on a du mal à cloisonner et à ne pas laisser les choses se mêler. Alors, je peux donner un autre exemple Oui. qui permettra aux lecteurs de repérer un peu l'esprit. Il y a un moment donné, je parle dans la deuxième partie du cycle du contact, qui est une notion qui vient de la Gestalt et qu'on peut appliquer à pratiquement tout entretien, et même à celui que nous sommes en train de vivre, nous, à l'instant, où effectivement, il y a 4 phases. La première phase qui est la phase de pré-contact, quand on a commencé notre interview, voilà, de s'installer, de me présenter, de présenter la vidéo, le podcast. Ensuite, il y a une deuxième phase de contact, voilà, où on a présenté un peu voilà, l'ensemble des thèmes abordés dans le livre.
Et puis là, actuellement, nous sommes dans le plein contact, qui est donc, voilà, on aborde ce que je suis en train d'aborder, une notion particulière qui est le cycle du contact. Et puis, on va bientôt arriver dans la phase de post-contact. Et l'intérêt, enfin, ou de retrait, et l'intérêt de ce cycle du contact, c'est que souvent, on zappe une des 4 étapes. Et chacun ne zappe pas la même. Moi, je sais que je vais peut-être assez facilement zapper la dernière étape si je ne fais pas attention. Telle autre personne démarre tout de suite avec le sujet du jour sans qu'on ait eu le temps de se dire bonjour. Voilà. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que la proposition du livre est de dire est-ce que vous pouvez repérer que ce cycle existe dans les relations que vous avez et est-ce que vous avez plutôt tendance à zapper la première partie, la deuxième partie, la troisième partie ou la quatrième partie. Et nous, en coaching, on sait que la quatrième partie, c'est ce qu'on appelle la phase d'ancrage. Et donc, si en coaching, le coach zappe cette étape, et donc c'était un peu tout le challenge de ce livre, c'est un soufflé au fromage. C'est-à-dire que voilà, la personne a pris une décision et puis 15 jours après ou un mois après, quand on la revoit, elle ne se rappelle même pas la décision qu'elle a prise et elle ne s'est rien passé. Voilà. Donc, c'est comment nous, coachs, nous accompagnons nos clients et comment, ici, dans ce livre, j'accompagne le lecteur à effectivement dire qu'est-ce que je décide. D'où, effectivement, tous ces petits endroits où le lecteur est invité à écrire « Ok, qu'est-ce que je décide? J'ai lu ça. Sinon, c'est un soufflé au fromage. Je passe au chapitre 2, puis dans 3 semaines, j'ai oublié qu'il y avait le chapitre 1, et puis je passe au chapitre 3, etc. » Voilà, donc le cycle du contact est aussi quelque chose qui est valable pour le livre, pour notre interview et pour toute relation qu'on peut avoir avec un collègue, un collaborateur, son Oui, patron. c'est même un cycle qu'on pourrait retrouver dans une réunion d'équipe, enfin, qu'on Tout devrait à fait. retrouver, où on a, et comme tu le dis, souvent on arrive bille en tête, tac, sujet hors du jour, tac, 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 et alors qu'en fait, mettre un petit peu de liant en début de réunion, prendre un peu la température, faire ce qu'on appelle maintenant les icebreakers en début de réunion pour voilà, prendre un petit peu la météo, enfin, tout un tas d'autres petites animations qu'on peut faire pour démarrer un petit peu plus doucement et terminer par effectivement, c'est quoi la prochaine étape, quand est-ce qu'on se revoit, qu'est-ce qu'on fait, et pas juste, on retrouve. C'est le chapitre 19 Ah. qui nous parle du cycle du contact. Très bien. Et puis on parle d'autres choses, hein, les émotions, la santé physique et mentale, la messagerie, on l'a dit, le nom, enfin voilà, on parle aussi des jugements, des croyances. Il y a pas mal aussi de petits exercices d'autodiagnostic, hein, que j'ai vu, où on a des petites grilles où on peut s'auto-évaluer sur un certain nombre de sujets. Donc vraiment un livre, moi j'appelle ça un livre à travailler. Un livre qui nous Merci beaucoup, force, c'est nous tout à passe fait à ça. l'action. Merci beaucoup en tout cas de cette présentation. On le retrouve où ce livre? Dans toutes les bonnes librairies, j'imagine? Alors, je suggère, moi, qu'on l'achète effectivement. Alors, il faut le commander à son libraire préféré, parce qu'ils n'ont pas toujours en stock. C'est Et je suggère l'édition. de l'acheter plutôt en librairie pour aussi en parler avec votre libraire. Parce que sinon, le libraire, il ne connaît pas le livre. Et moi, j'ai pu constater plusieurs libraires en disant, ah, maintenant, OK, quand quelqu'un rentre dans la librairie et me demande tel ou tel sujet, je sais que ce livre est la bonne réponse. Voilà. Enfin, est une des réponses possibles. Il n'y a pas que ce livre qui répond à ce genre de questions. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas forcément l'image, hein, donc je reprends ma vie en main, Robert Stahl, aux éditions AFNOR. Voilà, donc on peut le demander comme ça directement à son libraire préféré. Merci beaucoup, Robert. Alors, tu ne vas pas nous échapper comme ça, puisqu'il y a 3 petites questions que je vais te poser à présent. Donc, la première question, c'était quel est ton livre favori, ou celui que tu nous recommandes en ce moment? Alors, un peu spontanément, le chiffre 3 vient, mais je vais donc faire très court. Il y a un premier, si c'est dans la catégorie des romans, Comme tu veux, c'est toi qui voilà, choisis. voilà. J'ai adoré, je l'ai déjà lu 2 fois, un livre qui s'appelle Des fleurs pour Algernon,
et qui est un livre de Daniel Case et qui est vraiment une belle aventure. Mais il y a aussi L'île de Robert Merle, que j'ai lu déjà 3 fois et que je trouve, voilà, euh, je l'ai relu la deuxième fois en me disant, mais le personnage principal, Purcell, a dû faire quelque chose. À quel endroit il a trébuché que l'histoire ne se déroule pas correctement, quoi. Et donc, c'est pas facile de repérer à cet endroit-là. Et sinon, par rapport au livre que je viens de publier, je trouve que le roman de Irving Yalom qui s'appelle La méthode Schopenhauer est aussi très, très nourrissante. Parce qu'en fait, c'est un roman, mais qui est aussi avec beaucoup de messages dans le champ du développement personnel et c'est très parlant. Très bien. Donc, Et on les 3 repart livres avec sont 3 en livres. livre de poche. Merci beaucoup. Alors, une citation, un mantra, un proverbe qui t'accompagne. Alors, je cite souvent, enfin j'en ai plusieurs, mais là je n'en donnerai qu'un. Je cite souvent un texte de Serge Gingère euh, et que lui indiquait qu'il s'était inspiré d'une phrase de Jean-Paul Sartre, mais je n'ai pas retrouvé la phrase initiale de Jean-Paul Sartre. Et la phrase de Serge Gingère, c'est l'important n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. Oh, Et je trouve ça très, très riche. Voilà, l'important mm, n'est pas ce que l'on a fait de moi, parce que là, c'est directement, ben, je me plains, j'y peux ouais, rien, voilà, je subis ma vie, mais ce que j'en fais, voilà, qu'est-ce mm, que je fais maintenant aujourd'hui avec ce que je suis. Voilà. J'étais au téléphone hier avec une personne, et j'ai 38 ans, je viens de me rendre compte de ça. C'est terrible, j'ai perdu 20 ans. Voilà. Je dis non, vous avez encore 50 ans devant vous, et c'est oui, mieux de s'en apercevoir à 38 ans que de s'en apercevoir à 68. Voilà. Donc, voilà, mm, qu'est-ce que voilà. L'important n'est pas ce que je fais de moi, mais ce ce que l'on a fait de moi, mais ce que je fais de ce mm, qu'on a fait de moi. mm, mm. Très bien, merci beaucoup. Et puis, dernière petite question. Alors, tu as écrit quelque chose, un livre qui parle beaucoup d'efficacité et de productivité, mais toi, voilà, s'il y aurait un seul truc à nous conseiller, ce serait lequel? Celui que tu utilises le plus souvent, que tu trouves le plus pertinent? Alors souvent, quand la personne que j'accompagne se trouve avec en disant je ne vois pas de porte de sortie, je lui propose, je dis voilà, on va réfléchir en silence à 5 solutions, dont 2 farfelues. Donc vous de votre côté et moi du mien. Voilà. Et donc, une situation qui n'avait aucune solution, voilà. Donc, on va avoir plus facilement, voilà, mon chef s'est comporté de façon pas correcte, bon, bah, je lui envoie mon poing dans la figure, bon, ok, ça c'est une option farfelue. Voilà. Mais au fur et à mesure, la personne donc, va petit à petit se construire plusieurs options, moi de même en parallèle, et puis ensuite on va partager. Mhm. Et je vais surtout vérifier que ce sont plutôt ses options à elle que les miennes, ou que ce sont des options où elle a tricoté les siennes avec les miennes. Voilà. Si elle ne prend que mes options, Mm. j'ai loupé mon travail d'une certaine Ouais. manière de coach. Voilà. Mm. Et donc, j'utilise souvent ce processus voilà, de 5 options, dont 2 farfelues. Mm. Et les options farfelues ont un intérêt important, c'est qu'elles permettent de révéler les émotions qui sont présentes. Voilà. Et tout à l'heure, je lui ai envoyé mon poing sur la figure, c'est-à-dire que ben, je suis en colère contre Ouais. mon patron Ouais. parce voilà, il m'a pas respecté, ou je sais pas quoi, ou il m'a demandé un truc impossible, ou il ne reconnaît pas. Voilà. Donc, il y a de la colère. Ok. Et comment je vais prendre soin de cette colère sans aller mettre mon poing dans la figure du patron? Ah, et c'est très, très. Et puis en plus, on peut le faire tout seul. On n'est pas Tout obligé à d'être fait, voilà, tout à fait. face à une situation où on se sent bloqué. Effectivement, moi, je sais que j'essaye aussi beaucoup d'écrire, mais je ne connaissais pas cette technique des 2 farfelus, donc à ajouter dans ma petite trousse à outils. Merci beaucoup de ce partage, Robert. Où est-ce que nous te retrouvons si l'on veut prendre contact avec toi? Alors, vous avez mes coordonnées au début du livre.
puisqu'il est possible de s'abonner à une infolette que je publie tous les 2 mois à peu près, et qui n'est pas mon actualité. Enfin, il y a une ligne peut-être ou deux sur mon actualité. L'essentiel, c'est des réflexions que je me fais à la lumière des personnes que j'accompagne. Voilà. Actuellement, le thème sur lequel je travaille et que je partage au travers de cette infolette, c'est comment on pourrait être formateur ou enseignant en utilisant la posture de coach, non pas pour accompagner en dehors de la formation, mais à l'intérieur des cours. Comment je fais un cours de maths en ayant oublié que je connaissais les maths. Parce que ce n'est pas à moi de connaître les maths, ce sont mes élèves qui doivent maîtriser les maths. Donc voilà un genre de choses donc on peut me retrouver si vous m'envoyez votre adresse mail à l'adresse mail que je pense que tu vas laisser Oui, oui, complètement. après cette séquence. Oui, oui, tout à fait. Donc, sur le blog Productivio, dans la catégorie podcast, on va retrouver donc les notes de cet épisode. Et bien évidemment, je mettrai aussi ton lien vers ton profil LinkedIn. Et puis, tu m'as proposé effectivement trois liens, pardon, pour notamment cette infolettre. Donc, bien évidemment, ce sera dans les notes. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Robert, d'avoir accepté encore une fois de participer à cette interview. C'était extrêmement agréable de discuter avec toi sur ce sujet. Donc, je remontre le livre. Là, je reprends ma vie en main aux éditions AFNOR pour ceux qui souhaitent le lire. Et surtout, au-delà de lire, l'appliquer, travailler et évoluer. Et n'hésitez pas en tous les cas si vous avez acheté le livre, à vous prendre en selfie avec le livre et à mettre vos commentaires, que ce soit dans le blog ou sur LinkedIn ou sur Facebook. Moi, ça me permet aussi de savoir qui achète le livre, qu'est-ce qu'il en pense. Voilà. Très bien. Parfait. On va lancer un petit challenge. Voilà. Merci mille fois, Robert. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, retrouvez donc toutes les notes sur le blog productiveview.com dans la rubrique podcast. Et puis, vous allez voir le titre, enfin, tous les épisodes les uns en dessous des autres. Donc, vous pouvez choisir celui qui concerne cette interview. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye. Merci Priscille. Au revoir. Merci, Robert. Hop.